entame d'éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations. 2 victoires, la Zambie 5-0 et le Botswana 1-0. Djamel Belmadi est avec nous, c'est une interview réalisée avant son départ à Doha. Djamel Belmadi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et on ira tout d'abord sur l'analyse de cette entame de Coupe d'Afrique des Nations. Merci de me recevoir sur votre chaîne 3. Heureux de m'adresser aux auditeurs et c'est toujours un plaisir de pouvoir de temps en temps partager discussions ou ce genre d'interview. Pour revenir à nos 2 matchs, on avait vraiment cet objectif de bien démarrer cette campagne de qualification de Coupe d'Afrique 2021. Au sortir de notre sacre dernier, il était important de se remettre au travail. C'était ça, était un peu là ma crainte, tomber un petit peu dans cette euphorie, notamment après un titre qui n'a jamais été emporté, en tout cas en dehors de nos terres. Donc voilà, il y avait une petite crainte parce qu'on a l'expérience de ce genre d'événements, à savoir gagner un trophée majeur et puis dans la foulée, de par l'euphorie, de par voilà, des fois il y a envie de gagner une Coupe d'Afrique, recommencer une campagne pour se qualifier à une autre Coupe d'Afrique, c'est 2 choses complètement différentes. Participer à une phase finale et participer à des éliminatoires, c'est comme si on avait à peine terminé quelque chose et redémarrer si peu de temps après, parce que finalement c'est si peu de temps après une autre campagne de qualification. Donc, et ça marque bien là réellement, officiellement la fin justement de ce sacre et de cette Coupe d'Afrique 2019. Donc on a bien insisté là-dessus, on a bien travaillé sur cet aspect notamment psychologique avec les joueurs. Le groupe a été vraiment réceptif à ça. On a pris beaucoup d'exemples, on a expliqué beaucoup de choses, mais bon, tout ce qu'on faisait à l'entraînement, toutes les séances, tous les regroupements qu'on a fait depuis le mois de septembre sont couronnés à chaque fois de beaucoup de satisfaction, notamment de ma part. J'ai possibilité de voir que non, ils ont remis les pendules à l'heure, qu'ils ont soif de bien faire, de bien continuer. Donc et puis ça s'est vu sur ces 2 confrontations, 2 oppositions complètement différentes, une où on gagne assez largement à domicile et une autre comme vous l'avez dit à l'extérieur de nos terres où c'est toujours difficile. Donc j'ai repris cet exemple là. Notre dernière sortie officiellement en phase de qualification, c'est le match du Togo. On avait vraiment mis les ingrédients qu'il fallait pour aller remporter les points. Donc on a rappelé un peu toute la préparation qu'on a pu avoir avant ce match-là et on s'est remis avec plus d'expérience maintenant et on a remis les mêmes ingrédients. C'était quasiment les mêmes joueurs, mais bon, tout le monde de toute manière adhère à ça. On a vraiment pour parler du match de ce match de Botswana, j'ai pas peur de dire que ça a été un traquenard, vraiment un traquenard à tous les niveaux, notamment au niveau du terrain. Je pense que le terrain, à la limite le terrain de la Gambie, si on voulait comparer aussi du Bénin, c'était des terrains qui étaient largement détruits et impraticables. On sent que vraiment il y a eu du laisser aller depuis un sacré nombre d'années ou en tout cas un temps sur un temps assez large. Tandis que celui du Botswana, on peut imaginer que si on avait travaillé à minima, on aurait pu avoir une pelouse praticable. Ce qui me fait dire ça, c'est déjà le terrain lui-même. On peut, pour avoir fréquenté et pratiqué surtout tous les terrains, en tout cas d'Europe et d'Afrique, je sais reconnaître un terrain qui a une capacité sur lequel on peut travailler, et un terrain qui est largement détruit. Celui du Bénin, de la Gambie, vraiment détruit. Tandis que, et puis il y a eu des terrains d'entraînement de la veille qui étaient très très bien. Donc on pouvait se rendre compte qu'avec un minimum de travail, de bonne intention, on pouvait avoir une pelouse qui aurait satisfait au moins l'Algérie, peut-être même l'équipe du Botswana, parce que je pense que tous les joueurs ont toujours envie d'avoir un terrain praticable. C'est quand même des joueurs de football. On est peut-être au-dessus de l'eux intrinsèquement, peut-être on a plus de qualité, mais ça reste quand même des internationaux. Je respecte tous les internationaux et je sais que eux-mêmes auraient préféré peut-être avoir une pelouse et pas pratiquer un autre football que ceux qui nous ont montré. D'ailleurs, on savait pas. Je me suis dit, à partir de la télé, on voyait les appuis étaient très compliqués. Également, les contrôles du ballon étaient très très compliqués. Et ajouté à cela, je pense que vous allez en parler,
montrer l'impact physique mis par les joueurs botswanais. Bon, déjà, ça sur le contrôle, vous avez dit quelque chose de très, très, très juste. Donc, j'ai insisté beaucoup là-dessus, à dire aux joueurs, vraiment, il fallait avoir beaucoup plus de concentration, même les choses que vous faites très naturellement, vous n'avez même pas besoin de regarder le ballon. Là, il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'attention et de concentration pour maîtriser cette première touche. Vous vous rendez compte, si on veut jouer un football léché, on est déjà dans une autre manière de jouer. Ensuite, je vous ai dit, c'était tellement dur je me suis imaginé à la place des joueurs. J'aurais pas pu décider de quelle chaussure, j'aurais pu jouer sur une surface comme celle-là. Donc c'était difficile. Le choix même des chaussures était délicat. Après, voilà, vous avez dit quelque chose de très juste. L'impact physique, c'était tout simplement que des agressions. Je l'ai vu dès le début dans l'entame de match. Ça visait plus, c'était plus du football. Et puis les arbitres, c'est terrible qui ne sanctionnent pas. J'ai parlé plusieurs fois à l'arbitre, quatrième arbitre lui dirait, vous allez avoir des agressions, ça va être toujours après les mêmes réputations. Si vous intervenez pas rapidement, vous mettez un carton jaune dès le début sur une chose qui mérite un carton jaune, et peut-être que vous calmez les esprits. Non, vous attendez que ce soit même pas l'attentat qui était vraiment symptomatique, ou plutôt ça a bien démontré un peu l'ensemble du match. L'attentat sur Youssef Attal en fin de première mi-temps, par un carton jaune, c'est terrible d'en arriver là. Et puis voilà, les choses sont vraies quand on dit que voilà, en Afrique c'est à un moment donné, c'est plus du football. Il y a cet aspect des arbitres c'est même pas de la méconnaissance ou de l'incompétence, ça dépasse ça. On l'a vu sur le match, il y avait une équipe qui a refusé de jouer, qui est restée en bloc bas, et puis l'équipe d'Algérie qui a pris le jeu. Bon, après, on aurait pu marquer un autre but, mais je dis toujours, c'est des matchs très compliqués parce que des fois, le cours du match peut changer à n'importe quel moment. On en a perdu beaucoup des matchs comme ça. Donc, les joueurs étaient avertis, et ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir une partie de plaisir, que c'est vraiment au sens propre du terme, ils n'allaient pas prendre du plaisir à jouer au football, mais qu'il fallait avoir d'autres valeurs et des choses inévitables. Je savais qu'on allait avoir un combat physique, je le savais ça, vu tout ce qui avait été mis en place avant. Donc je m'attendais à ça, je savais qu'il y allait avoir des armes utilisées autres que le football. Le combat physique existe toujours, l'aspect athlétique, l'aspect truc, mais toujours dans les règles de l'art, où je dirais avec une certaine maîtrise. C'est quand même du football, on n'est pas dans un sport de combat. Donc là, ça frôlait le sport de combat. Donc j'ai dit aux joueurs, voilà, de pouvoir de répondre présent, et ça va être une autre facette de notre caractère ou de nos attributs psychologiques qu'il allait falloir démontrer. Ils ont répondu présent. Alors Djamel Belmadi, bien évidemment, on est premier du groupe avec 6 points. Dans le même temps, je rappelle que la Zambie a été battue à domicile par le Zimbabwe 2-1, donc ça se présente très bien pour ces éliminatoires sur les 2 premières journées, et rien n'est encore fait. On va revenir à cette année 2019. Vous prenez l'équipe nationale dans des conditions tout à fait particulières. Vous commencez par un match, et puis il y a cette série de 18 matchs sans défaite. Série en cours, mais elle s'arrêtera un jour. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que c'était, je peux le dire, je pense maintenant, je peux me permettre de dire ça, c'était l'objectif, puisque dès le début, j'ai annoncé ce que j'avais annoncé, à savoir, alors qu'on était au fond, on peut le dire un petit peu, dans une situation difficile, très difficile, j'ai dit que voilà, participation en Coupe d'Afrique, déjà il va falloir passer par des éliminatoires, parce qu'il fallait respecter ça, et puis l'objectif serait d'aller gagner. Donc déjà j'étais dans un esprit, et c'est mon état d'esprit, ma mentalité positif, avec l'objectif de réussir quelque chose de grand avec l'Algérie. On m'a souvent sollicité pour l'équipe nationale par la fédération directement, ou des gens qui étaient autour de la fédération, plus ou moins directement avant l'arrivée d'Alcaraz, et j'ai toujours dit que je viendrai quand je serai prêt. Donc j'ai estimé, sans avoir une connaissance de l'avenir bien sûr, mais j'ai estimé que j'étais prêt, mais pas moi seulement prêt, moi, et puis tout le suivi que j'ai pu avoir sur cette équipe nationale pendant des années. Donc je savais où je mettais les pieds, je savais que j'allais gagner du temps, je savais que j'allais avoir un certain avantage peut-être sur d'autres qui méconnaissent un petit peu l'environnement dans lequel ils vont évoluer, les joueurs, le pays, tout un peu tout ce qui regroupe une équipe nationale. Et donc par rapport à ça, j'avais déjà un plan, les choses étaient établies, j'avais déjà prévu d'avoir le staff, j'avais déjà expliqué au staff ce que j'allais faire. Un an et demi, 2 ans avant l'équipe nationale, c'est pas des bobards. J'ai toujours dit, je regardais l'équipe nationale et j'ai dit voilà ce que je ferai le jour où j'y serai.
comment je procéderais jusqu'à certains postes de certains joueurs qui feraient partie de ce groupe-là, qui à terme avec un pourcentage de certitude, avait une part aussi on verra quand j'y serai sur certains points, mais j'avais déjà un plan et j'étais très optimiste là-dessus. Vous êtes arrivé, vous le dites pas par pudeur je pense, mais on était au fond du trou, il faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face. Vous arrivez à remobiliser un groupe, à donner une vie à un groupe qui se cherchait, qui n'arrive pas à se trouver, vous redistribuez les cartes avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais dans le même temps, vous avez les clés, vous trouvez les clés, les bonnes clés. C'est par l'analyse, c'est par la connaissance des uns et des autres. C'est la question que je me suis toujours posée. Comment il a fait? Parce que le temps ne jouait pas en votre faveur. Je vous ai dit quelque chose de très important, c'est que pendant 1 an et demi, 2 ans, déjà, j'ai toujours suivi tous les joueurs algériens, ceux qui étaient en équipe nationale, ceux qui pouvaient l'être et qui n'y étaient pas. J'ai toujours suivi cette équipe nationale et j'avais toujours cette idée. Faut savoir déjà, faut partir du principe que le football, c'est pratiquement tout ce que j'ai et en fait le seul attrait que j'ai réellement c'est pas juste un métier, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, je vis autour de ça. Je vais pas dire pour ça, mais c'est ça mon environnement numéro 1. J'ai pas de choses qui m'intéressent d'autre que ça, donc je suis beaucoup dans l'observation des matchs, des joueurs, de l'analyse, de la réflexion. C'est gratuit pour moi de faire ça et j'aime faire ça, j'aime cette gymnastique là, donc j'ai toujours eu cette fiction à me dire le jour où je prends l'équipe nationale, voilà comment ça sera. Ça a été dit, vous pouvez un jour peut-être interviewer les gens de mon staff qui travaillent déjà avec moi à Douai, et j'avais toujours cette manière de quand je regardais les matchs, on observait, voilà ce que je ferais, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que je ne ferais pas. Donc j'estime que j'avais ce temps d'avance, un travail qui était fait en amont, même si j'avais pas la fonction officielle. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai été rapidement à l'essentiel en arrivant. Même si les changements, ils se sont faits rapidement, les changements de joueurs, de groupe, tout ça. Même si au début il fallait peut-être partir et donner une chance via un discours, via un fonctionnement. Mais n'oubliez pas, j'ai pris ma fonction d'entraîneur, c'est-à-dire d'un point de vue pragmatique. Le 8 septembre, nous avons joué le 12 septembre contre la Gambie. Donc c'est 3 séances d'entraînement, 2 séances à proprement dit réelles. Après on a de suite eu le mois d'octobre, de suite eu le mois de novembre. Donc c'est très peu de temps pour pouvoir travailler. Mais j'avais déjà préparé quelque part tout ça. L'analyse profonde un peu de mon pays, de l'expérience que j'ai eue de 6 mois en équipe d'Algérie en tant que joueur. Je savais ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Je connaissais les mentalités des joueurs locaux, des joueurs étrangers, des joueurs qui évoluent à l'étranger, ceux qui sont nés en France, qui regroupent en majorité, en tout cas une bonne partie maintenant, cette équipe nationale qu'il a toujours fait, en tout cas sur les 15 dernières années. Donc je connais la mentalité, je sais le langage qu'il faut utiliser, et là je parle pas de la langue, je parle pas de la langue française, je parle du langage, j'ai expliqué un petit peu ça. Je sais les codes, et puisque nous traitons avec de l'humain et avec donc des sentiments, d'un aspect mental, donc c'est là où tout s'est beaucoup opéré, comment ils peuvent adhérer, et ceux qui voulaient adhérer, comment ils pouvaient adhérer à ce que allait devenir maintenant cette équipe nationale, comment on pouvait prioritairement placer cette équipe nationale, donc tous ces éléments ont été, c'est un long travail donc beaucoup de réunions collectives et individuelles, des décisions, prise de décision. Sélectionneur, je dis souvent sélectionneur, c'est quelque part éliminé, donc c'est peut-être cru comme ça, mais c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il y avait quand les choses ont été dites, quand les choses ont été bien expliquées, individuellement, collectivement, on adhère, on sent que certains peuvent adhérer et que d'autres ne peuvent pas adhérer. Il y a des décisions qui sont prises et elles sont fortes, où on est pratiquement borderline, à la limite, parce que voilà,
il y a des choses il y a des relations entre joueurs, il y a beaucoup d'éléments qui font que des fois ça peut être risqué, mais il faut prendre des risques. Donc ça c'est la première grosse partie, être à l'écoute du groupe. Je vais vous donner une anecdote pour pouvoir imaginer, parce que des fois je sais qu'on ne comprend pas tout ce que je dis, pourtant j'essaie d'être précis, mais voilà, peut-être la langue, peut-être tout ça. J'ai fait une réunion dès mes premières heures, peut-être le premier jour ou le deuxième jour, quand j'ai eu l'ensemble du groupe, donc le 8 septembre, le 9 septembre, c'était la date FIFA à peu près. Et on a parlé avec les joueurs après le repas, après le dîner. Je pense que c'était une réunion qui a été très 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 importante et qui a été pratiquement la rampe de lancement ou le début de vraiment du travail qu'on allait mettre en place. On a discuté à peu près 4 heures. 4 heures où ils ont discuté 4 heures, les joueurs. En tout cas à peu près 3h45. Je me suis permis 15 minutes d'intervention sur la fin. 3h45 où ils ont tout déballé. L'idée du truc, c'était de vraiment qu'on déballe tout. Donc on déballe, c'était comme quand on va voir le psychologue, et une thérapie de groupe, réellement une thérapie de groupe, parce que à ce moment-là on a entendu des choses qui dépassent l'entendement. On les a poussés à ça, on a été attentifs à ça, ils ont vu qu'ils pouvaient, c'est pour ça que je pourrais pas dévoiler tout ce qui a été dit évidemment, mais vous comprendrez certaines choses, vous pouvez imaginer. Donc et on se dit à ce moment-là, comment peut-on commencer et prendre ses fonctions sans écouter ça? C'est tellement profond, c'est impossible de travailler si on règle pas ça, si on n'entend pas ça, et qu'on est à l'écoute, et qu'après, en fonction de ça, eh ben, il y a d'un coup, même si on a déjà une trame de travail, et c'est dans cette trame de travail justement, il est inclus d'entendre et d'être à l'écoute de ce groupe, et par rapport à ça, nous avons plusieurs manières de procéder. Donc il y a eu un énorme travail d'écoute, donc un travail psychologique qui a un rapport vraiment directement avec la résultante et avec cet l'esprit de groupe, et finalement in fine les résultats. Est-ce que vous êtes en train de dire cette bonne dynamique, ou ces matchs, ou ces bons matchs, cette compétition qu'on a gagnée, et cette période d'invincibilité. Mais d'abord être à l'écoute de ce groupe-là et entendre les choses. Et je me dis, à ce moment-là, quand on termine, j'avais l'ensemble de mon staff. Aziz Bourras avait déjà travaillé avec eux, il avait l'impression de commencer à travailler avec eux. Il avait travaillé à peu près une petite année, je pense, il avait eu des matchs d'éliminatoires de Coupe du Monde, il avait eu plusieurs matchs, et il avait l'impression de les entendre pour la première fois. Le reste de mon staff a été, pour certains, pratiquement choqué, parce qu'il y en a qui évoluent en France. Serge Romano, il a une problématique qui était en équipe nationale que lui n'avait jamais entendue dans son expérience, alors qu'il était un joueur qui a joué longtemps en première division française, qui a été entraîneur aussi. C'était une problématique qu'il ne connaissait pas. Certaines choses, oui, étaient communes à ce qu'on pouvait trouver en France, les problématiques de groupe en France, mais d'autres qui dépassaient ça. Et à ce moment-là, on s'est tous dit, on a laissé sortir le groupe, après les avoir écoutés, pas prendre je vous ai dit, même pas un quart d'heure d'intervention pour moi, en gros leur dire, je vous ai bien entendu, bien écouté, vous pouvez aller dormir maintenant. Et nous on est resté encore à peu près 2 heures à développer et entendre, et pour certains être choqués, pratiquement choqués de ce qui a pu être entendu ce jour-là. Et surtout, comme conclusion, on a eu de se dire comment ne pas avoir écouté ce groupe, parce que avant même de soigner, et si on peut parler comme ça, ces termes-là, soigner ce groupe qui était, comme vous avez dit, au fond du trou, il faut d'abord diagnostiquer. Donc pour diagnostiquer, il faut entendre, puisque c'est les acteurs principaux. Donc on s'est dit justement ça, quand on a vu la profondeur des problèmes, on s'est dit comment ça n'a jamais été fait. En tous les cas, sûr de la période Aziz Bourras, ces trucs, puisqu'il était avec eux, et surtout dans la connaissance que j'ai des entraîneurs, je sais que c'est pas Likens. J'ai travaillé avec Likens, donc je prononce Likens, c'est pas Likens qui fait ça, c'est pas Alcaraz qui a fait ça, mais il y a un problème de langage, de langue plutôt. C'est pas Razevac, gros problème de langue aussi. Je parle que des derniers. Je sais que Madja n'a pas fait ça parce qu'il y a eu Aziz Bourras qui est avec lui. Donc déjà on peut enlever tout ce temps avec ces gens-là. On se dit impossible d'avancer si tu ne diagnostiques pas entre guillemets la maladie. Vous avez parlé de cette réunion. J'ai insisté sur ce passage-là puisque
pour moi c'est le début et c'est la chose la plus importante pour le travail qui a été fait ensuite. Alors pour nous, qui ne sommes pas à l'intérieur, parce que ça reste à l'intérieur du groupe, on a une équipe et des joueurs, moi j'insiste, des joueurs, pour les avoir suivis, complètement métamorphosés. Quand je dis métamorphosés, dans l'attitude, dans la posture, dans l'engagement, dans l'implication. Je vais vous donner pourquoi est-ce que les supporters de l'équipe nationale ont redécouvert l'équipe d'Algérie à travers cette posture. Et je le dis entre guillemets, ils sont tombés sous le charme de cette équipe durant cette Coupe d'Afrique des Nations où on avait une équipe, un groupe, où tout le monde était impliqué. Et c'est justement, je pense qu'à partir de cette réunion, vous transformez complètement le groupe. C'est justement d'avoir entendu tout ça et après on a un peu de compétences, un peu d'expérience, un peu de tout ça, notamment dans ce domaine-là où je pense et je pensais depuis avant d'arriver en équipe nationale, puisque j'avais déjà eux, ils ont été choqués, ils ont été surpris. Moi, j'ai pas été choqué, j'ai pas été surpris, pour être très très honnête avec vous. Tout ce qui a été dit à l'intérieur de ce jour-là, à part sur des événements, des épisodes, des trucs, mais en soi, ce qui en est ressorti, moi, j'ai pas été choqué, j'ai pas été surpris. Il y avait des choses assez profondes, quand même assez choquantes, qui m'ont même presque ému. On a atteint un niveau d'incompatibilité, d'humeur entre certains cadres. Voilà, ça c'est la seule chose que je vous dirais concrètement pour vous donner un truc de la matière et pour pouvoir comprendre. Tel niveau d'incompatibilité que ça m'a réellement attristé. Je dis réellement attristé et je pèse mes mots. Ça m'a vraiment réellement ému et attristé. Je me dis comment là en France nous vivons certaines fois certaines formes de... On voit ce qui se passe avec Karim Benzema, avec d'autres, une certaine forme. J'ai été formé en France. Clairement dire les choses, c'est pas tous. Je dirais pas que la France entière est raciste, comme on a pu le dire. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus nuancé, mais une certaine forme, des fois, de rejet, d'incompréhension, on n'accepte pas la différence, on n'accepte pas le truc. On l'a vécu, je l'ai vécu vraiment au fond de ma chair. J'ai été ému et triste. Pourquoi? Je me dis, là, on se retrouve en Algérie, entre Algériens contre nous. C'est pas possible qu'on puisse avoir autant de haine entre certains et des cadres, pas des moindres, et de dire qu'à ce moment-là, ça m'a attristé, ça même. Je me suis dit, on peut avoir des désaccords, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde, on peut ne pas avoir la même notion de ce que doit être l'équipe nationale, les trucs. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs en faisant l'équipe nationale. Soyons honnêtes. Mais on peut pas avoir ce ressentiment entre nous. On peut pas, puisqu'on est tous les mêmes. On a les mêmes valeurs, plus ou moins. On a même la même éducation, on a entendu les mêmes choses, mangé les mêmes choses. On partage les mêmes trucs. Chose que peut-être en France il n'y a pas. Donc il n'y a pas il n'y a pas ce rejet de l'autre. Il n'y a pas ce rejet de la différence. On est tous quasiment pareils. Après les caractères, au sein d'une famille, au sein d'une fratrie, il y a des caractères différents. Mais là, en tous les cas, sur les grosses bases. Et là, je me suis rendu compte que non, le mal était très profond. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était choquant, pour ça que t'étais choqué. Moi, j'étais pas choqué, j'étais attristé dans ça. Ils l'ont ressenti, les joueurs. Ils l'ont ressenti parce que je l'ai soulevé. J'ai soulevé ça, je dis, d'en arriver là, les gars, il y a du boulot. Il va vraiment y avoir du boulot parce que il a fallu penser les plaies, parce que c'était des plaies ouvertes, vraiment des plaies ouvertes qui empêchent, impossible d'avoir un esprit d'équipe, parce que les éléments sur lesquels cette équipe nationale que tout le monde a aimé, tout le monde a truqué, cette famille qui est devenue cette famille, c'est une vraie famille. Alors là, on le sent, vous le voyez à travers le jeu, à travers le comportement. Je le dis encore, la posture est très importante. Je peux vous le garantir. C'est une vraie famille, comme j'en ai pas connu beaucoup dans ma carrière de joueur et d'entraîneur. J'ai formé des groupes. Ils vivent bien ensemble. Très bien. J'ai encore eu un discours avec eux après le match au Botswana où tout le monde est fatigué, éreinté. J'ai vu comment ils réagissaient quand il y avait les coups qui pleuvaient. Ils surréagissaient alors que c'est des fois c'est des joueurs sur le banc qui pouvaient prendre des cartons parce qu'ils étaient touchés. C'est vraiment une famille. Et j'ai retenu ce discours. Je sais qu'il y en a qui jouent pas. Je sais qu'il y en a qui viennent, qui font 20 heures de vol aller-retour, plus ce match de la Zambie, qui ont participé à 0 minute. Et je ne vois pas l'ombre d'une frustration apparente, alors que c'est des compétences.
compétiteurs et ils ont l'esprit de compétition. Ils sont pas Adam Zorgan qui soit tranquille, c'est normal. Et un gamin, il vient, tu sais le vieux Maxime Spano, Raho, lui il vient d'arriver, c'est normal qu'il soit tranquille et qu'il montre frustration, il est content d'être là. Donc certains joueurs comme ça, ok, Mohamed Reda Halmi, pas de problème, mais le reste, ça fait plusieurs sélections qui sont là, plusieurs regroupements sans jouer une minute. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à créer, c'est ce qu'on a réussi. Alors donner les détails exacts, je peux pas vous dire ça serait le truc propre au groupe. Ça serait long en même temps en plus. Et puis des choses, voilà, c'est trop compliqué à expliquer. Mais avoir le plus important, ce qu'il faut retenir de ça là, cette transformation, pour voir que les choses comprennent et qu'on parle clairement, c'est vraiment d'avoir été à l'écoute de ce groupe-là, avoir travaillé sur l'aspect psychologique et le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble parce qu'il y a eu des termes hypocrisie qui sont sortis, grosse hypocrisie. Donc sans hypocrisie, enlever cette hypocrisie. Donc pour ça, il a fallu aussi enlever des joueurs qui pouvaient pas adhérer, en tous les cas qui ont pas, à ce moment-là, qui peuvent pas adhérer. Peut-être maintenant qu'ils comprennent, peut-être de loin ils comprennent, et peut-être, je dis pas, moi je mets un trait sur personne. Il y a aucun, on a employé ce terme un jour qui est horrible, de blacklister, et surtout pas, je blacklisterai jamais personne, à part ceux qui, il y a des joueurs qui s'auto-blacklistent, hein. Vraiment, il y a des joueurs qui s'auto-blacklistent. Et même comme ça, je me tais. Et même comme ça, je dis pas exactement, dans les relations qu'on peut avoir en off, ce qui se dit. Si je dis ce qui se dit, j'ai aucun intérêt à le faire. Même à endosser cette idée, comme par exemple, on va venir peut-être sur ces joueurs de France talentueux qui ne viennent pas, même à endosser le truc du style bête et méchant, hein, c'est une minorité, je pense, de gens qui font ça, bête et méchant, il ne veut pas me faire venir, il ne veut pas venir faire qui? Des binationaux? Je suis entre guillemets, ce que vous appelez binationaux, j'en faisais partie, né en France, et tout le reste, ça sent pas, Maxime Spanos, qu'est-ce qu'il est, nouvellement arrivé, Andy Delors, qu'est-ce qu'il est, et tous ces joueurs, Ismaël, Riyad, tous ces joueurs-là, la plupart. Donc sur la si je suis, ou je le suis complètement, ou je ne le suis pas. Donc si je suis complètement, je ne ramène aucun. Et donc c'est à mon sens, ça c'est ceux qui veulent créer de la zizanie. Mais malgré ça, j'ai pas envie de dévoiler les dires, les discussions qu'on peut avoir avec certains joueurs. Mais ce qu'il faut retenir de cette transformation, c'est d'avoir pris en compte ce qui avait comme problème à l'intérieur de cette équipe nationale, prendre des décisions par rapport à ça, et évidemment aller chercher du 109 qui était inévitable et incontournable. Et après, ce qui est proprement au terrain, ça c'est proprement dit au terrain, j'ai pas envie de passer pour... j'ai ma vision du travail, j'ai ma vision je parle la point de vue technico-tactique maintenant. Ouais, technico-tactique, on a vu cette équipe monter en puissance durant toute la compétition. Il y a des joueurs qui ont été complètement relancés. Je me rappelle, et je vais pas revenir, on va pas revenir sur ça parce que vous l'avez expliqué longuement, pourquoi Adlen Guedioura, Slimani qui à un moment a été critiqué, Belaïli qui s'installe et sur son flanc gauche. Donc une équipe, Ben Nassar également qui fait une super Coupe d'Afrique, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette équipe, vous l'avez dit, pendant 1 an et demi, vous l'avez regardé, vous saviez, vous voulez aller sur votre système de jeu, sur l'animation, c'était arrêté, vous saviez, ou c'est après des échanges avec les joueurs? L'échange avec les joueurs fait partie intégrante du travail. Sans ça, il n'y a pas de travail. Ils vous mentiront, les joueurs. Guardiola échange avec les joueurs quand c'est avec des idées bien arrêtées sur le jeu, avec des certitudes sur comment il veut évoluer, tout ça. Ça, on peut faire ça et être dans l'échange avec les joueurs. Ça, c'est sûr et certain. C'est un truc qui fonctionne ensemble. S'ils veulent pas avancer les joueurs, moi, je tairai encore le nom et tout ça. Il y a des joueurs, par exemple, ils me disent avec notre entraîneur, il y a des joueurs qui veulent plus courir. Il y a une période de mauvais résultats, des joueurs de l'équipe nationale. Il me dit les joueurs veulent plus courir à l'entraînement. Et un entraîneur pas des moindres, qui est là, qui essaie de faire avancer les choses. Et ils veulent plus courir. Tu peux dire ce que tu as envie de dire. Donc, et c'est des entraîneurs avec des certitudes, avec un fonctionnement, avec une expérience et tout. Donc la relation avec les joueurs et l'adhésion des joueurs est indispensable. Sans pour autant, évidemment, de toute manière, les joueurs vous jugent. Les joueurs, quand vous arrivez sur un terrain, dès les premières séances d'entraînement, tout ce qu'on a raconté en dehors, les réunions, tout, c'est indispensable. Mais après, on va passer à la seconde étape qui est le carré vert. Et là, dans le carré vert, ils vont voir comment vous agissez. On va voir si vous doutez, si vous avez des idées, si vous avez une organisation, quelles vont être vos séances d'entraînement, quelles vont être vos demandes avec le ballon, sans le ballon, quel va être le système tactique, et comment vous allez justement tout ça les faire adhérer et le faire fonctionner.
Et ça c'est là pour moi aussi une étape. La première étape psychologique est importante. La deuxième étape du terrain, et puis c'est là où je les attendais. C'est là, voilà, j'arrivais avec j'avais déjà des joueurs. Je vais vous donner encore un exemple pour que vous sachiez. Premier rendez-vous avec Monsieur Zetchi, la première fois qu'on se rencontre à Paris. On fait 7 heures de discussion sur tout son travail. À 1h du matin, on a commencé peut-être, je sais pas moi, à 18h, on a fini à 2h du matin. 1h du matin, je lui pose une question. Il l'a compris qu'avec le temps. C'était impossible qu'il le comprenne à ce moment-là. Je dis Youssef Blaili, alors pour le coup, lui, blacklisté à vie au niveau de l'État, au niveau de trucs. Je sais pas moi, peut-être pour donner un exemple à la jeunesse et tout, ou pas. Il a pas compris au départ, il m'a regardé, me dire, qu'est-ce qu'il me parle de Blaili maintenant? C'était un joueur qui n'existait même plus. Il était hors radar, le gars. Il m'a regardé, il m'a dit non, apparemment j'ai jamais eu d'ordre moi du gouvernement. Vous savez, à un moment donné ça dépasse le cadre du football. Enfin, le ministre des Sports et de la Jeunesse peut peut-être s'ingérer, dire un truc comme ça, on bannit. Non, il n'y a pas de ça. Pour donner un exemple à la jeunesse, c'était possible, je peux même l'entendre. Non, pas blacklisté, d'accord, merci, mais pourquoi? On verra plus tard, on vous explique. Donc, imaginez-vous qu'un Youssef Blaili qui était, aujourd'hui c'est facile de dire Youssef Blaili, mais je vous parle de 1er juillet, revenez à l'historique et vous verrez que 1er août 2018, regardez la position du Youssef Blaili, vous verrez qu'il n'existe plus dans les équipes nationales, n'existe plus dans le football algérien. Ça y est, parti à Angers, échoué, revenu à l'Espérance Tunis avec peut-être un début de revivre, peut-être là-bas en Tunisie. Et à ce moment-là, on lui dit ça. Donc, si là, vous pensez que les choses ne sont pas préparées, Djamel Belrahmi était cité aussi dans cette même réunion. Pareil, c'est à peu près la même réaction. Lui, en l'occurrence, c'était pas le problème le problème que Youssef a pu avoir, il n'y a pas de problème de blacklisté, mais je leur ai dit, vous et lui, pourquoi, qu'est-ce qu'il a jamais fait partie du truc? Mais non. Bon, il ignorait peut-être, je pense que même il connaissait peut-être de nom parce qu'il est dans le football avec son équipe du Paradou, mais pas, dans les équipes nationales, n'a jamais été. C'est pour vous dire que les choses étaient préparées, déjà planifiées, mais il fallait un certain temps pour pouvoir le mettre en place. Ismaël Benasser, il était évidemment question de temps pour pouvoir l'installer. Je viens pour début septembre, début de qualification de Coupe d'Afrique. Ismaël Benasser, 0 minutes, toujours avec le groupe, mais jamais joué. C'est pas lui qu'on doit envoyer en mission au Bénin, au Togo, en Gambie, pour pouvoir démarrer sa carrière internationale. Il aurait pu déjà là mourir. Il aurait pu déjà là, en tous les cas pour un jeune comme ça, être fracassé, on est dur, nous, dans le jugement avec les joueurs qui viennent jouer en équipe nationale. Et c'était pas les meilleures conditions. Donc c'était une préparation. Il fallait mettre devant leurs responsabilités les joueurs qui étaient les plus acquéris, les joueurs qui avaient de l'expérience. Donc pour les premières sélections, c'était ça un peu. Mais très tôt, puisque dès la qualification acquise, dès le Togo, ça y est, on était dans une autre phase. Et là, on pouvait maintenant travailler plus sereinement. On a eu ce match de la Gambie qui était un match pour rien, et ce match de la Tunisie. Là, on a commencé à installer ces joueurs-là, que ce soit Ismaël Benasser. Voilà. Youssef Blaili avait déjà joué au Togo, Djamel Belrahmi a déjà joué au Togo. Il y avait eu un Oussama Chita qui a été arrêté dans ce truc-là. J'estime qu'il a un avenir en équipe nationale aussi. Donc après, par exemple, vous avez cité des joueurs, Adlen Guedjura, c'est un joueur dans les conditions et dans la manière dont on voulait jouer, et que j'avais une idée précise dans comment on voulait jouer. On savait qu'il allait être indispensable. C'est vrai qu'il était pas bien du tout. C'est vrai qu'il était truc. Et ben c'est aussi vous savez, l'aspect revanchard. Vous connaissez le conte de Monte Cristo. L'aspect revanchard peut vous faire développer des forces que même un joueur déjà installé avec beaucoup de qualité ne peut pas avoir. Et je sais que sur une compétition comme ça, ça a été ça. À partir du moment où aussi on travaille avec la personne, on connaît la personne. Donc il y a eu des discussions profondes avec Adlen Delkel. Il était venu au Qatar, on s'était parlé là-bas, et j'ai pu m'apercevoir, je lui ai fait part de ma déception de son match au Bénin, et là où je l'attendais, et qu'il n'avait pas répondu présent, qui pour ça il a été sanctionné. Il n'a pas joué au match, il n'était pas été sélectionné pour le Togo, ni la Gambie, ni truc. Mais est-ce qu'il était capable de revenir? Donc c'est un gros esprit revanchard sur un poste qui demande ça, qui demande du combat, qui demande une certaine forme de sacrifice pour le groupe, qui correspondait complètement à la situation dans laquelle il était mentalement.
Donc j'ai eu certaines garanties, en tous les cas sur certaines discussions. Même cette notion, je savais qu'il allait être attaqué, on l'avait prévu déjà par la presse, comment il allait vivre la chose. Islam Slimani, c'est en lui, c'est ce côté mal aimé. Et je pense qu'il aime cette position-là. Donc aussi d'avoir ramené. Après, pour revenir au fond de jeu, au fond un truc, on va parler sur des choses classiques qui n'existaient pas en équipe nationale. J'ai observé tous les matchs que j'ai pu observer. On leur a fait mal en leur remontrant des images. On leur a rappelé ça. On a fait du no comment. On a sélectionné avec le staff des séquences qui étaient tout simplement catastrophiques sur les 2-3 dernières années. Ça faisait mal au cœur. On a fait répéter, on a été un petit peu sadomaso sur ce coup-là, et on a vu les têtes, on a vu les visages. Ils avaient juste envie qu'on éteigne rapidement tout ça, et quoi après ? Et ben changer après. Donc d'abord il fallait passer aussi par là, sur l'aspect pas de bloc équipe, beaucoup d'espace entre les lignes, de joueurs qui marchaient à la perte de balle, des joueurs qui faisaient semblant de défendre, qui ne pressing il n'existait pratiquement jamais, qui jouaient leur petite carte personnelle, ça sur l'aspect sans ballon, avec le ballon qui était sur du presque un one man show, si j'ai fait mon petit dribble, mon petit centre, c'est suffisamment, puisque le public a sur ce coup-là m'a un petit peu applaudi, m'a un petit peu truqué. Donc on était dans des choses futiles comme ça qui n'ont rien à voir avec le football de haut niveau. Donc on a rappelé tout ça, les situations avec le ballon, les situations sans ballon, et c'était beaucoup plus ça, la manière dont il fallait défendre, d'encaisser des buts trop facilement. Quelles étaient les raisons? Et elles ont été bien imagées, bien montrées. Voilà comment on encaisse des buts, voilà tous nos buts encaissés sur les 3 dernières années. Regardez ce qui revenait toujours en commun, toujours. Si on réglait pas ça, on parlait dans le vent. Donc et voilà, on prenait passer sur des choix de joueurs, qui pouvaient adhérer à ça, comprendre ça, savoir que quand il fallait défendre comme ça. Des joueurs qui ont changé, on va parler clairement des choses ici, pour aussi toujours imager ce qu'on raconte. Riyad Mahrez savait que ce qu'il avait donné au pays était trop peu comparé au talent et au potentiel qu'il avait. Donc je sais qu'il a au fond de lui un tel amour pour l'Algérie, une telle envie de donner pour l'Algérie. Peut-être, moi j'ai pas envie de parler des prédécesseurs, mais il y a un rapport à ça. Il a été souvent, quand on parlait sur des trucs individuels, il a été beaucoup mentionné ce truc-là. Ouais, mais on n'avait pas les vraies demandes, on n'avait pas le vrai mode de fonctionnement, on n'avait pas mais beaucoup de choses qui n'étaient pas un truc. Ok, donc on va dire à partir de là, il y aura plus d'excuses. Parce que maintenant tu auras les vrais. Je dis ça sans aucune prétention, mais en tout cas tu auras les vraies directives, tu auras les vraies demandes, tu auras les vraies séances d'entraînement, tu auras les vrais tout ce qu'on fera aura de la cohérence et de la logique. Donc tu auras plus d'excuses. À partir de là, puisqu'il aime son pays et puisqu'il a envie de marquer son passage, et c'est bien avant la CAN tout ça, de marquer son passage en équipe nationale, de pas avoir une carrière en club et en équipe nationale. Il n'avait pas envie d'échouer. C'est un compétiteur, c'est un vrai compétiteur, c'est un vrai amoureux du football, plus que tout le monde dans le groupe. Son amour du football, beaucoup plus que tout le monde dans le groupe. Il ne vit que dans les statistiques, il ne vit que pour le football, c'est ça qui le rend heureux, c'est ça qui le maintient, même la tête en dehors de l'eau, quand on sait, et tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle, des moments difficiles qu'il est en train de traverser. S'il n'y a pas le football, il serait vraiment dans un sale état. Donc c'est quelqu'un qui avait envie de réussir. C'était pour lui incontournable de pas réussir. Et il avait peur d'avoir eu ce passage en équipe nationale biaisé, médiocre, pas à la hauteur des attentes et du potentiel du joueur. Il a pris conscience des choses. Il sait qu'il avait plus d'autres chances ou d'autres issues. Il savait que si après mon passage, pas parce qu'on est exceptionnel, parce qu'on est logique et cohérent. Et il le savait qu'on était logique et cohérent. Si ça marchait pas là, ça marcherait plus jamais. Donc voilà un exemple d'un joueur indispensable, important en termes de locomotive, en termes de celui qui allait devenir le capitaine. Ça aussi c'est un autre discours, c'est un autre épisode important aussi, et qui voulait prendre ses responsabilités, tirer vers le groupe avec lui. Donc voilà Riyad, si Riyad peut le faire, si Riyad peut changer, si Riyad peut défendre, si Riyad peut courir 12 km dans un match, c'est que tout le monde doit le faire après. Alors justement, vous le racontez si bien, vous revenez sur votre prise, moi je l'ai vu
pour l'avoir constaté au Caire. C'était un de vos relais parce que j'avais assisté juste à la mise en place avant la séance d'entraînement. Vous le preniez, vous discutez avec lui. Une fois c'était avec Farouli avant un match contre le Sénégal. Je me souviens, c'était le deuxième match. Grosse discussion. Moi, je voulais revenir à vous personnellement. Vous mettez à chaque fois, vous protégez vos joueurs. Quand ils sont attaqués, vous les protégez et vous êtes là. Vous mettez toujours le groupe en avant, mais vous préférez garder du recul. Alors, je rappelle, vous avez gagné la Coupe d'Asie. C'était votre deuxième grand tournoi, la Coupe d'Afrique des Nations. En vous observant pendant les conférences de presse, pendant les matchs, vous viviez l'événement avec un peu de recul. Est-ce que je me trompe ou c'est l'impression que vous vouliez donner? La CAN en elle-même. Vous avez du recul. Le seul moment où vous avez montré, 2 fois, vous avez montré de l'émotion. Vous avez posé la question avec Attal à vos côtés. Vous avez pleuré ce jour-là. Et puis, quand on a gagné, bien évidemment, vous avez laissé exploser votre joie. Sinon, pour le reste, je me souviens d'un moment fort également où vous avez damé le pion. Alors là, la salle était médusée. C'était avant le Sénégal, le deuxième match, où vous donnez les 2 compos, les 2 probabilités sur les compos d'équipe. Là même, les Sénégalais étaient déstabilisés. C'est-à-dire, vous alliez dans le détail du détail. Non, de toute manière, ma personnalité, mon caractère, c'est dans le détail. De toute manière, je suis dans le détail dans ma vie de tous les jours. Ma fonction, je ne la vois que là-dedans. Le détail fait la différence. On gagne 1-0 contre le Sénégal, on se passe au pénalty contre la Côte d'Ivoire, un coup franc contre le Nigeria. Si c'est pas du détail, le football, c'est quoi? Finale de la Champions League, 1-0, 2-0, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est le 1-0 avec la main de Tottenham, Liverpool, la main. Le football, on est dans le détail. On doit être minutieux. Et il s'avère que quand on est dans le détail, je commence par la fin. Quand on est dans le détail, il s'avère qu'après, quand on est dans une succession de détails, il s'avère qu'après on maîtrise l'ensemble des choses et après le football, comme par magie, parce qu'il y a une magie dans le football, hein. Il y a un truc, mais je l'explique comment? Je l'explique que justement quand on a essayé de tout maîtriser, essayé de tout faire, de tout préparer, de rien laisser au hasard, vraiment de rien laisser au hasard, jusqu'à dire que ce joueur-là, première touche de balle, il va sur son pied gauche, mais après il fait ça. C'est vraiment des détails de ce genre-là, pour les attaquants, pour les défenseurs, les gardiens de but, les ça, les là, tous ces détails-là, quand ils sont tous mis en place, quand on a fait le gros, après on va vers justement cet écrémage comme ça, et ben le football bascule dans votre sens. À un moment donné, c'est voilà mon expérience de truc. Je me dis voilà, quand on a tout bien fait, à la fin, il va y avoir des situations, des trucs qui vont basculer dans votre sens. Donc ça, je leur explique aux joueurs, ça ils le comprennent et ça ils s'en rendent compte maintenant. Je dis mais par contre l'explication, magie, tout, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand vous avez tout préparé, vous verrez que ça basculera dans votre sens. Ça c'est une chose. Après par rapport à comment vivre les choses, donc par exemple connaître les équipes et tout ça et tout, bon c'était pas difficile de connaître l'équipe du Sénégal et de savoir ce qu'ils allaient faire. Quand même on la connaissait, c'est une équipe qui avait fait le mondial, bon même s'il y a eu quelques changements de joueurs, à un moment donné ils avaient déjà fait un premier match, je sais comment Aliou il pense aussi, je savais ce qu'il voulait faire, je savais dans quel état il vivait la chose lui. Moi je suis obligé de montrer une forme d'impassibilité, une forme de froideur, une forme de distance comme vous êtes en train de dire. Je vous ai dit que les joueurs voient tout, les joueurs analysent tout. Et un jour qui m'a dit à mes débuts, j'avais 33 ans, je sortais ma carrière de joueur, j'étais entraîneur mais j'étais joueur, j'étais plus joueur qu'entraîneur à ce moment-là. Un joueur m'a dit, un joueur sage de l'équipe, très sage de l'équipe, il est venu me voir, il m'a dit, on avait joué contre El Sad à ce moment-là. Il comptait Raoul du Real Madrid, Kader Keita qui était à Lyon, grosse équipe, très grosse équipe, et nous on était l'équipe qui grandissait, qui venait de naître, le club venait de naître. On les avait battus, je crois, on les a souvent battus de toute manière, donc certainement ce jour-là. En tout cas le joueur, certainement, je dis certainement parce que le joueur est venu voir à la fin du match, j'avais de très bons rapports avec lui parce qu'il était vraiment très très sage et une grosse maturité. Et il était pas vieux pourtant, il avait 25 ans mais il était très très mature. Tout le monde était parti, j'étais resté dans le vestiaire et on avait attendu, on discutait beaucoup. Il m'avait dit Jamel, franchement sur ce match-là, t'es arrivé, alors que c'était un match, c'est le premier contre le deuxième, c'est le match du titre, c'est les matchs du titre à chaque fois qu'on joue contre El Sad. T'es arrivé avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de vraiment, on sentait zéro stress. Malgré que t'avais toujours ce truc de l'envie de gagner, tu l'as transmis, tout ça on sait, on connaît, mais un truc très tranquille. Et je trouve que c'était bien, très simplement, il m'avait dit ça.
Donc on est parti, évidemment, des paroles comme ça, comment ça ne peut ne pas me faire réfléchir. J'avais 33 ans, pourtant tout feu, tout flamme. Je pense je vous ai dit que les joueurs observent tout. Ils observent tout, ils observent votre posture, ils observent même la manière dont vous êtes habillé, vos agissements, votre position, votre posture à l'entraînement. Est-ce que vous laissez passer, vous laissez pas passer, le détail, pas le détail. Est-ce que collectivement, individuellement, quand vous allez voir un joueur, vous dites ça, non, ça fallait pas, ou ça fallait faire ça comme ça, alors que sur le terrain vous l'avez dit, vous l'avez pas dit, par exemple sur un entraînement, sur un truc, sur un entraînement, sur un match. Il se rend compte, il se dit mais c'est pas possible, il a pas laissé passer ce truc-là. Mais des fois, des détails, vraiment un détail, mais un détail qui fait la différence sur un truc, eux ils savent, le joueur de foot, il sait que ça fait la différence sur telle action, ça fait la différence, pas toujours sur l'ensemble du match, mais sur telle action, et s'ils ont de soucis de progression, ils doivent faire attention à ce qu'on leur dit. Quand ils font attention à tout ça, il est important dans votre communication, dans votre après, les choses qu'on maîtrise pas, vous avez dit l'événement avec UC Fatal. Parce qu'à ce moment-là, je vous dis quoi? À ce moment-là, je vous dis, je suis impuissant. On a sélectionné les tireurs, les 5 premiers tireurs. Je sais qui va tirer après, s'il s'avérait qu'on passait dans un résultat nul, on sait qui va tirer après. On va motiver à ce moment-là. Il faut plus de tranquillité. De manière, ils sont à l'autre bout du terrain, ils sont sur le trait. On a dit ce qu'on avait à dire. On a dit c'est fini après. On n'a plus rien à faire qu'à subir et patienter tranquillement. Donc là, à ce moment-là, on peut se lâcher un petit peu. Et c'est difficile des fois aussi de retenir les choses. Après, victoire finale, c'est la victoire finale. Il peut plus rien se passer. Donc sinon sur l'ensemble, on est obligé quand tout le monde est dans l'euphorie, soit tout le monde est dans la tristesse, tout le monde est fâché, tout le monde est, et c'est pareil, un peu une avalanche de sentiments. C'était saisissant, quand vous reveniez en conférence de presse, vous aviez un air détaché. Je sais pas si c'était le fait que vous avez laissé beaucoup d'énergie pendant le match. Les après-matchs, je me disais que les après-matchs, je suis épuisé, je suis éreinté après les matchs, ça me fatigue beaucoup plus que quand j'étais joueur. Pourtant j'avais une dépense physique, je courais beaucoup et tout ça et tout. Et là, je suis complètement vanné après les matchs. Et j'étais quand même je gardais justement de l'énergie, essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Les événements aussi faisaient que il y avait tout, fallait toujours se remettre en marche. Maintenant, si tu viens sur un 8e de finale et tu fais preuve tu joues contre la Guinée, tu montes au plafond, donc c'est là où vous voulez vous arrêter en gros. Les joueurs le voient, et les joueurs voient la conférence de presse tout de suite après le match, ils sont tous sur leur écran, ils sont tous sur le truc. Il fallait toujours remettre moi dans les conférences d'après-match, l'idée c'était quand le match finit, je prends un temps de réflexion, je vais vers la conférence, je suis déjà dans mon truc en train de me dire quel message je vais envoyer, même dans ma fatigue, quel message je vais envoyer et comment je prépare le prochain match. On est dans une phase finale, il y a toujours un prochain match, ça veut dire c'est bonne chose. Ça s'arrête après la fin. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire là dans ce match là, je suis déjà dans le prochain match et il y a une conférence de presse qui se fait après le match, donc je suis déjà dans le travail du prochain match. Donc Et je voulais vous poser la question parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il a pu raconter le speech avant la finale? Sur quoi vous avez dû réfléchir? C'était spontané? Vous l'aviez écrit? Quand ça s'est passé? J'écris tout. Je ramène mon carnet de notes. Personne ne peut le lire parce que personne ne peut comprendre. Je peux vous le mettre ici, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Vous allez comprendre des bribes, des choses comme ça. Après, ça va être un petit peu du hiéroglyphe. Vous n'allez pas très bien comprendre. J'ai laissé justement une petite anecdote. J'ai oublié une fois. C'est le Karim qui est venu en attendant, qui est venu me voir. Mais attention, le truc, parce qu'ils peuvent lire. S'ils peuvent rien lire, vas-y, lis toi. Essaie de lire. L'adversaire pourra lire, pourra truquer. Tu peux pas lire parce qu'il y a que moi qui peut. Je remets tout au propre après quand je rentre chez moi, parce que c'est des choses que je dois garder, parce que je peux revenir 2 ans plus tôt, sur ce qui a été fait sur un match précis où j'ai eu la même idée, où j'ai l'impression cette mémoire des matchs, alors que je perds beaucoup la mémoire sur beaucoup de choses dans ma vie, mais sur la mémoire des matchs je l'ai, donc je peux revenir d'un match à un autre match qui me fait penser à ce match-là, donc je reviens sur 2 ans. J'ai des choses que je garde, tous les matchs sont gardés, les analyses de match, mes préparations d'avant-match, les speeches d'avant-match et les après-matchs, parce que je fais l'analyse après-match. Donc qu'est-ce qui s'est dit avant le match? Donc tout est préparé, évidemment, chaque mot doit être choisi, on peut pas tomber sur et c'est difficile parce que tu peux tomber largement dans une routine, tu joues tous les 2-3 jours, tu peux largement tomber dans une routine, tu rejoues le Sénégal. Eh ben il faut retrouver d'autres paroles, parce que croyez-moi que ce discours d'avant-match, c'est pas ça qui vous fait gagner totalement. Ce qui fait gagner, c'est l'aspect technico-tactique, ça c'est sûr. Ça, j'ai dur comme fer, le choix des joueurs, ne pas se tromper.
Mais par contre, ça a son importance parce qu'il faut à ce moment-là rebondir, parce que j'apprends après coup que tel joueur est venu dans telle chambre et qu'il avait peur. C'est des êtres humains, hein. Il avait peur. Évidemment, je ne peux pas vous dire le nom du joueur, mais il est venu, un joueur est venu dans une chambre et il avait peur. Il a dit j'ai peur de ce match-là, j'ai peur de perdre. Donc je le sais ça. Il y a l'autre qui est surexcité. Il y a Youssef Blaili. Il l'a dit dans le reportage. Et c'est comme ça qu'il a Youssef Blaili. Youssef Blaili, il va gagner tous les matchs. Lui dans ce match, je vais gagner, on va gagner, et je vais marquer, je vais même marquer comme ça. Lui, il est arrivé au début de la CAN, il a dit au début de la CAN, le premier jour, il a dit, il y a Rafik Halish qui disait quelle expérience, qui disait bon, je suis bientôt à la retraite, tout ça, tout. Il a dit ouais, mais pas avant un mois parce qu'on va aller jusqu'au bout du truc. Pas avant un mois, tu seras pas à la retraite avant un mois parce qu'on va gagner, on va aller en finale contre le Sénégal. Voilà ce qu'il a dit Youssef Blaili, tout le monde l'a entendu, hein, tout le monde le sait. Mais il est comme ça, il est perçu comme son nom du groupe. Il a dit avant le match contre le Botswana, je vais marquer un coup franc direct. Quel but? Mais il l'a dit. Et ça le truc, c'est qu'il l'a dit avant le match. Il l'a dit avant les matchs. Il y a des joueurs qui ont cette tranquillité, ils ont cette confiance en eux et ceux-là c'est tranquille. Il y a ceux qui sont dans l'excitation, il y a ceux qui sont dans la crainte, il y a ceux qui ont peur. C'est une finale de Coupe d'Afrique, on n'a pas l'expérience de ça. On a fait une finale de Coupe d'Afrique dans toute l'histoire du football algérien, elle était à domicile. Il y a un côté rassurant quand on joue à domicile. Quand on joue en Égypte contre un adversaire difficile qu'est le Sénégal, tu peux avoir des moments de panique. Donc il y a un côté où il faut absolument rassurer, leur dire que le travail qui a été fait jusque-là est tout simplement héroïque. C'est les gonfler, leur renvoyer, donc leur dire mais comment vous êtes arrivé à là, c'est dans tel domaine, et on rappelle des éléments technico-tactiques, parce que vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça, parce que vous avez fait preuve de ça, que vous êtes d'ores et déjà des héros, donc c'est déjà pour rassurer, mais que vous pouvez devenir rentrer dans l'histoire, et que il faut absolument avoir zéro regret, qu'il va falloir rentrer dans ce match-là le plus rapidement possible, qu'il va pas falloir cogiter, qu'il va pas falloir réfléchir à ce qui se passe en dehors, déjà en dehors dans les tribunes, et surtout parce qu'ils savaient exactement ce qui se passait en dehors en Algérie, partout dans le monde, tous les Algériens, qu'il va falloir surtout faire abstraction de ça. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez agir là-dessus, c'est de mourir sur le terrain. Les termes ont été durs, hein, mais il fallait les employer. J'ai dit nous on va mourir sur le terrain, on meurt sur le terrain, on repartira avec cette coupe, elle est à nous. Oubliez le Sénégal, ils penseront à plus tard, une autre phase finale, pas celle-là, ça c'est garanti que c'est pour nous, mais en mettant tous ces ingrédients là. Bon, c'était plus ou moins ça le discours. Djamel Belmadi, l'année 2019 se termine. Vous également, vous arrivez à vous déplacer à Alger, tout seul? Pour vous personnellement, parce que vous personnellement, je vous avais interviewé avant la Coupe d'Afrique des Nations, on en avait parlé. Vous êtes un adepte, disons, vous aimez le football de Klopp, l'entraîneur de Liverpool, et je trouve qu'il y a certaines ressemblances. Alors pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas si vous êtes réseaux sociaux, si vous lisez, vous voyez, vous avez été comparé à Pep Guardiola, vous avez été comparé à Mourinho, vous avez été comparé à Klopp. Aujourd'hui, ce statut en Algérie, vous savez, vous êtes une icône aujourd'hui. Non, c'est vrai, j'étais à Mostaganem, la ville de mes parents, et j'ai même été à Ain Tedlis, c'est un gros village, on va dire, vraiment de naissance de mes parents. On habite Mostaganem maintenant, c'est là où il est à Mostaganem, 10 minutes ou 15 minutes autour de ville. Donc j'avais promis de passer, je suis passé juste là. J'ai attendu que les choses se tassent, que les joueurs fassent bien leur truc, fassent bien la différence quand même. J'ai toujours cette gêne, vraiment, j'ai toujours dit que les joueurs étaient les acteurs majeurs du truc. Donc si maintenant on te met trop en avant, j'aime pas trop cette position. Il y a eu des chansons qui ont été faites, on est toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc j'ai essayé j'ai fait en sorte que tout se tasse, que ça soit fini avec les joueurs, et j'avais promis à mon stade que je passais, et j'ai vu à quel point là-bas, même les services d'ordre, alors qu'ils étaient nombreux et tout ça, et que ils étaient débordés. Et quand on voit tout cet engouement, tout ce truc-là, on est toujours évidemment touché, parce que finalement l'idée de venir en équipe nationale, et je le répète souvent, en tout cas souvent, mais ceux qui nous sont proches, je dis, est-ce que c'était pour l'argent? J'en ai perdu beaucoup. Je suis arrivé au moment d'équipe nationale d'Algérie, alors que je vivais la meilleure saison de ma carrière, où j'ai tout gagné, et j'avais un quart de finale de Champions League qui était devant moi, et j'avais évidemment, normalement c'est la loi du marché, les propositions de mon club, parce que j'arrive en fin de contrat, donc j'ai en plus en fin de contrat, donc sur ça n'a jamais été un souci. Ça aurait été un contrat qui aurait on va dire valorisé les 10 dernières années de coaching.
à ce moment-là, on va en équipe nationale et avec c'est le cas de le dire, un énorme sacrifice financier par rapport aux conditions financières que j'avais déjà. Pas que j'allais avoir dans le mois qui suivait, non, que j'avais déjà. Donc, si c'est pour l'argent, c'est déjà pas pour l'argent. Est-ce que c'est pour la gloire? C'est pas dans mon caractère. J'aime bien rester à ma place et savoir ce que je fais. Je connais mon importance et en même temps mes limites et mes trucs. Donc, c'est surtout pas pour la gloire. C'était vraiment uniquement, c'est la seule et unique raison, faire en sorte que dans mon domaine qui est le football et qui est le sport, que le peuple puisse s'identifier et être fier. J'ai pas pu le faire en tant que joueur, j'ai pas pu mener cette équipe-là, j'aurais voulu faire ça, mais on tirait pas tous dans le même sens à ce moment-là. J'aurais voulu que notre équipe notre pays soit fier, qu'on gagne un trophée. Mon objectif, c'est de gagner un trophée. C'est pas une participation quelque part, même une belle participation, gagner un trophée, ramener un trophée à la maison. Ça a été l'objectif numéro 1. J'ai fait en sorte que les joueurs le comprennent et ils ont compris qu'il fallait faire ça, que ça devait être notre objectif. Donc quand on voit tout ça et qu'on voit qu'après chaque mais dans notre domaine qu'est le sport et qu'est le football, après qu'on n'oublie pas les problèmes je veux pas qu'on soit nous utilisés, qu'on oublie les problèmes du quotidien, un truc, ça c'est encore autre chose. Une société elle doit avoir plusieurs domaines. Il y a le domaine du sport, le domaine et tous les autres domaines. Donc que chacun dans son domaine excelle et en tout cas ait les bonnes intentions et veuille faire en sorte que le Chab, notre pays, c'est nos frères, c'est nos trucs, vivent bien dans notre pays. Donc nous dans notre domaine on peut estimer qu'on a réussi. C'est pas terminé, Inch'Allah que c'est pas terminé, Inch'Allah ça c'est ça l'idée, hein. Sinon pourquoi on continue, c'est encore pas pour l'argent. ça devrait être encore mieux normalement ma situation pour l'argent. Je vous donne ces petits trucs, c'est une petite anecdote, elle est ce qu'elle est. Mais ils le savent. Je viens de recevoir d'un truc, mais c'est de la fiction. Je pensais que c'était dans les films, ça. Un président de club, ou en tout cas dans ma région là-bas, c'est pas en Europe, qui vous dit, parce qu'il y a que qui peuvent dire ça peut être eux ou la Chine, et qui disent mets le chiffre que tu veux. Vous vous rendez compte, ces paroles, j'ai entendu ces paroles là, moi de mon vivant, j'ai entendu ça, j'en ris, avec les gens qui sont autour de moi, ma femme, et mes frères ou quoi. Je dis voilà, imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, et je sais que ces gens-là sont capables, je connais bien, mais le chiffre que tu veux. Après avoir essayé déjà il y a 2-3 mois de me faire venir avec un chiffre clair, là c'est pas un chiffre clair puisque j'ai même pas répondu à ça. Ils me disent bon, le chiffre clair t'as pas voulu, qui était déjà très 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 intéressant, mais le chiffre que tu veux. Donc évidemment que c'est pas pour l'argent, c'est très important pour tout le monde. On travaille, on fait des sacrifices. Je disais ça tout à l'heure là. On n'a pas vu nos familles au mois de juin, on n'a pas vu nos familles au mois de juillet, on a eu le mois d'août tranquille, septembre on était en stage 3 semaines, en tout cas pour moi 3 semaines puisque je viens avant, octobre 3 semaines, novembre quasiment 3 semaines, donc sur les 5 derniers mois on a vu nos familles trop peu, et quand on était là on était tellement obnubilés par cette Coupe d'Afrique et tout ça et tout qu'on était aussi absents. Donc il y a des sacrifices, mais c'est pour ça que à la fin il y a un résultat, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc nous, pour revenir à un truc, nous ce qui nous importe c'est que voilà, Chab Yefrah, Chab soit fier et redonner la dignité. Vous savez ce que c'est d'avoir un Algérien qui gagne quelque chose quelque part, Merkhloufi quand il a été d'argent, et qu'il y a notre drapeau qui monte le premier, tout le monde ressent ça. Donc imaginez-vous le sport numéro 1, le sport populaire, les scènes de liesse qu'on a pu voir. Même si ça n'arrangera pas les affaires du pays, ça doit pas être un autre truc. C'est des choses qui sont différentes. Ça, qu'on soit bien d'accord. Mais quand on voit Del Farha, ce truc-là, moi pour moi, ça y est, le truc est réussi. Je me dis voilà, on a réussi à faire ça. Maintenant voilà, puisqu'on a décidé de continuer de travailler, prolongeons ça et faisons en sorte que notre Chab, Rapide réponse, c'est votre plus beau moment dans toute votre carrière. Vous avez été joueur, entraîneur. Pour vous, c'est le moment, ce que vous avez vécu en termes sur le plan émotionnel. Puisque c'est le plus beau moment sur le plan émotionnel, mais je veux dépasser mon côté émotionnel. L'aspect de la fierté et de la dignité sont les deux termes qui m'importaient et qui étaient l'objectif de mon arrivée à cette équipe nationale. Rendre fier notre peuple et les rendre fiers et dignes. Donc comment ça peut ne pas être mon meilleur mot.
Jamel Belmadi, merci. C'est les fins d'année. On vous souhaite une année 2020 aussi avec plein de succès et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup pour cette interview, et on va transmettre aussi un message à tout notre pays. Et ben aussi une très bonne année, évidemment une très bonne année, Inch'Allah, déjà dans leur vie au quotidien. Inch'Allah que les choses s'arrangent et vont s'améliorant, que les bonnes décisions seront prises, de bonnes personnes intègres et bien intentionnées puissent faire en sorte que notre pays avance et progresse. Et puis nous, d'un point de vue footballistique, nous on va essayer de faire aussi bien, voire mieux sur cette année 2020. En tout cas, voilà ce que seront nos intentions. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah.